Mais globalement, on peut applaudir toute cette table ronde parce qu'on a la chance d'avoir un beau plateau aujourd'hui. Un beau plateau qui est composé notamment de 3 anciens de l'agro, quand même. Donc Aurore, Élodie et Benjamin, qui vont se présenter les uns après les autres. Je vais juste remettre en contexte un petit peu quand même la table ronde. Donc, on organise cette table ronde dans le contexte d'un projet européen qui s'appelle le projet BASE, pardon, et qui a pour vocation de former les structures et plus particulièrement les travailleurs de l'économie sociale et solidaire sur les grands enjeux de transition écologique, transition numérique et d'inclusivité. Il faut savoir qu'on a commencé le projet du coup en 2022. On est donc côté français partenaire avec ESS France, donc la Chambre syndicale de l'économie sociale et solidaire, que représente aujourd'hui Aurore. Et donc AgroParisTech apporte son expertise sur les sujets de transition écologique. Donc on a commencé ce projet en recensant les besoins en compétences sur les différents sujets que je vous ai évoqués. Et nous, on travaille plus particulièrement sur la montée en compétences des équipes sur la transition écologique. Ce qui est aussi important pour le projet BASE, c'est de montrer également en quoi l'économie sociale et solidaire peut, par son mode de fonctionnement, par ses valeurs, aider à continuer à proposer des solutions innovantes pour prendre en main les enjeux de transition écologique. Et donc c'est dans ce contexte qu'on fait cette table ronde aujourd'hui, également pour vous sensibiliser en tant qu'étudiant à en fait, la philosophie de l'économie sociale et solidaire et en quoi les enjeux de l'économie sociale et solidaire sont complémentaires à ceux de la transition écologique et sont fondamentaux également pour ces structures à l'heure actuelle. Je suis chargée de mission sur le projet européen BASE du côté d'AgroParisTech. Et aujourd'hui, je suis votre animatrice. Désolée d'avoir un petit peu bafouillé. Il faut savoir que je sors d'une grosse maladie. Et donc, c'est déjà une chance que je ne sois pas en train de cracher dans le micro à l'heure actuelle. Je vais me taire et vous proposer d'abord de commencer par un tour de table pour que chacun et chacune des intervenantes qui sont autour de la table puisse se présenter et expliquer sa relation à la mobilisation citoyenne sur les enjeux de transition écologique. Benjamin, est-ce que tu veux commencer ? Alors moi, je suis Benjamin Dubillard, je suis un ancien de l'agro, promo 183, si ça vous parle, si on compte encore comme ça. Je travaille dans une structure de l'ESS qui est une coopérative qui s'appelle Enercop, coopérative qui travaille sur le système électrique dans toute la chaîne de valeur de l'électricité, c'est-à-dire la production d'énergie, sa consommation, donc la partie fourniture d'électricité exclusivement, et tous les services de maîtrise de la demande, de sobriété qui vont avec. La particularité d'Enercop, alors Enercop, peut-être que certains d'entre vous connaissent, est plutôt connu pour sa partie fournisseur, puisque vous pouvez aller en tant que client particulier souscrire une offre chez Enercop, comme chez n'importe quel fournisseur. Et notre particularité dans ce cadre-là, par rapport à d'autres fournisseurs qui sont verts, c'est qu'on est une coopérative, et donc qu'on s'inscrit dans le cadre plus général de l'économie sociale et solidaire. Ce qui veut dire qu'on a un certain nombre de règles un peu particulières, et notamment pour ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, l'implication de citoyens. Donc l'implication de citoyens, c'est à la fois juste à travers notre statut de coopérative. Le principe d'une coopérative, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire, il y a des sociétaires, et tout le monde peut être sociétaire, alors tout le monde selon certains critères. Dans le cas d'Enercop, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a différentes parties prenantes qui partagent le même intérêt pour la transition écologique. Et ces parties prenantes, ça contient par exemple les consommateurs, les clients, des collectivités locales, des partenaires qui peuvent être des partenaires institutionnels ou des associations.
Et donc, toutes les personnes, et notamment tous les consommateurs, puisqu'on a 25 000 sociétaires dans la coopérative nationale, à 65 000 dans le réseau Enercop, ont un mot à dire dans la gestion d'une entreprise qui s'occupe d'un secteur important pour la transition écologique. Donc c'est déjà ça en soi un moyen de rentrer dans le sujet. Et par ailleurs, on développe un certain nombre de projets de production renouvelable en mettant l'actif de production, donc la centrale solaire ou éolienne, dans les mains de collectifs citoyens qui sont constitués. Donc c'est-à-dire que le propriétaire de l'éolienne, ce ne sera pas un développeur, un entrepreneur, une grosse entreprise, ce sera une centaine, parfois jusqu'à un millier de particuliers qui se sont mis en commun pour être propriétaires et décider de ce qu'ils vont faire avec cette éolienne, avec ces panneaux solaires. Et souvent en lien avec la mairie locale ou un certain nombre de collectivités locales. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. C'est déjà extrêmement complet. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Moi aussi, du coup, je suis une ancienne agro de la promo 184, donc Élodie Ferrat, et je suis passée par GIP en dernière année. Et aujourd'hui, je travaille au sein de Greenpeace, l'ONG internationale. Et avant ça, et donc je suis passée par GIP. Moi, j'ai eu un parcours au démarrage assez industrie classique, et rapidement j'ai pris un virage à 180 degrés, et donc je me suis réorientée dans le SS, et je suis passée aussi par deux autres structures, Planète Urgence et la Croix-Rouge. Mais aujourd'hui, voilà, je travaille au sein de Greenpeace. Greenpeace, qui est donc une asso environnementale que je pense tout le monde connaît ici, qui a été fondée il y a plus de 50 ans au Canada, et qui œuvre pour lutter contre les dérèglements climatiques, promouvoir la paix, préserver l'environnement, la biodiversité, etc. Et nous, la mobilisation citoyenne, c'est au cœur de l'existence de la structure. Et nos enjeux, c'est de réussir à mobiliser largement toutes les personnes qui le souhaitent, et à travers différentes manières. Et donc, je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Au sein de Greenpeace, moi, mon rôle, c'est de travailler justement sur l'engagement des personnes dans des campagnes citoyennes, que ce soit des campagnes locales ou nationales. Et c'est donc de faire émerger cette fibre militante et cet engagement, de l'accompagner, de le porter pour réaliser des véritables changements, notamment au niveau local. Voilà globalement mon rôle. Et on reviendra, oui, un peu plus en détail tout à l'heure, mais du coup, ce que je trouve intéressant à travers cette table ronde, c'est qu'on va voir qu'en fait, il y a plein de moyens très divers de se mobiliser en tant que citoyen pour œuvrer pour la transition écologique. Et c'est à chacun de trouver en fait sa place et ses envies en fonction de toutes les possibilités qu'on va aborder. Et voilà, je te passe le micro. Merci. Alors, moi, c'est Jean-Marc Froard et je représente Terre de Liens. Alors, petite question, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Terre de Liens dans la salle? Oui, c'est bien, parce que je vais pouvoir faire connaître Terre de Liens à d'autres gens. Et donc, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui travaille sur le foncier agricole depuis 20 ans. Et on a, au fil des années, créé au sein de ce mouvement 3 piliers qui sont, d'une part, ce que j'évoque là, d'abord, c'est la foncière. Et là, c'est une forme d'actionnariat, de sociétariat. Vous pouvez acheter pour 105 € une action qui permet d'ensuite, à cette foncière qui détient un peu plus d'une centaine de millions d'euros aujourd'hui et 20 000 sociétaires, d'acquérir des fermes et surtout d'installer des jeunes et moins jeunes en agriculture biologique. Alors, je vais présenter le mouvement et pas vous parler aujourd'hui, tout de suite maintenant, que notre problématique, c'est vraiment qu'une autre agriculture est possible.
deuxième pilier de notre mouvement, c'est la fondation. Et là, c'est un outil qui nous permet de capter des dons, des legs. Et puis, c'est aussi un outil qui supporte un certain nombre de fonctions communes au mouvement, comme de campagne sur la biodiversité, sur l'eau. Et puis, la troisième structure, c'est à laquelle j'appartiens, c'est une association. Dans chaque territoire régional, il y a des citoyens qui portent la parole Terre de Liens et qui sont évidemment bénévoles. Donc en Île-de-France, on est à peu près 1200 adhérents, une petite centaine de bénévoles et on a 6 salariés qui travaillent à la fois sur la question du foncier agricole, sur l'accompagnement des collectivités pour travailler sur cette autre agriculture, et puis un mouvement citoyen et donc des stands, des participations à des débats et autres fêtes. Je reviendrai s'il y a des questions sur la modalité d'acquisition des fermes, mais l'idée c'est de préserver ces parcelles agricoles, puisque la foncière ne revend jamais les terres qu'elle acquiert. Et, je le disais, d'installer des jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, c'est 300, un peu plus de 300 fermes Terre de Liens. Et le modèle économique de nos fermiers, il est beaucoup fondé sur la vente directe au travers à la fois de vente sur la ferme, mais aussi au travers des AMAP ou de Biocoop et autres magasins locaux. Et c'est sans doute aussi ça la forme de réussite de cette autre agriculture, c'est que fort heureusement, on n'a pas trop de difficultés parmi nos fermiers. Ils payent leur loyer, ce qui est une bonne nouvelle, mais parce qu'ils sont dans un modèle économique qui est plutôt vertueux et d'abord pour eux. Voilà. Bonjour à toutes et tous, donc Aurore Médieux, j'étais dans la même promo que Benjamin et moi j'avais fait l'aspect IDEA. Donc je suis responsable de la transition écologique chez ESS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. C'est donc la chambre représentative de toutes les structures de l'ESS. Et donc peut-être juste pour vous donner une définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, on ne se revendique pas de l'ESS. Mais on l'est en fonction de la nature de son statut, qui est défini donc par la loi ESS de 2014. Donc toutes les associations, toutes les coopératives, les fonds de dotation et les fondations, les mutuelles et les sociétés commerciales de l'ESS, ça représente 10,5% de l'emploi en France et un petit peu plus de 222 000 établissements employeurs. Donc vous voyez que ça embrasse beaucoup de personnes morales et physique, avec la mobilisation des citoyens et citoyennes. Voilà, je pense que j'ai pas d'autres choses à dire puisqu'on rentrera plus dans les détails. Donc j'ai pas d'autres. Nous, on n'est pas en lien direct avec les citoyens, les citoyennes au quotidien, mais on représente les structures qui sont en lien direct. Et puis on va poser la parole à Thibaut qui est en ligne derrière nous. Oui, bonjour. Veuillez excuser mon absence dans vos locaux. Donc Thibaut Quéré, directeur du plaidoyer de la FUB, qui est une fédération d'associations d'usagers et dont l'objet politique est le vélo. Donc on est une fédération qui existe depuis 42 ans, qui est régie par un droit un peu particulier qui est le Code civil local de l'Alsace-Moselle, puisque notre siège est à Strasbourg. Une fédération donc d'associations régie par un principe fondamental qui est le principe de subsidiarité, qui en cela permettra d'avoir des interventions un petit peu différentes des autres personnes autour de la table. C'est-à-dire que dans le mouvement, dans cette sorte de grande union d'associations, donc de 550 associations qu'est la FUB, le pouvoir est au niveau des associations locales qui ont tout le loisir d'adhérer ou de ne pas adhérer à la fédération et qui sont in fine les structures qui localement organisent la parole citoyenne, organisent l'action militante et décident elles-mêmes politiquement, localement, des types de rapports de force qu'elles veulent engager avec notamment leurs premiers interlocuteurs que sont les collectivités locales. Donc notre fédération a trois
rôles. Le premier rôle, il est de porter la parole au niveau national dans le débat public sur les enjeux liés au vélo. Et je viendrai plus largement sur ce que veut dire le vélo politique, puisque c'est évidemment pas que l'objet physique qu'est le vélo, mais bien tout le système derrière, on va appeler sociotechnique ou système politique qui va derrière le vélo. Donc, premier sujet, représentation dans le débat public et animation du débat public. Deuxième volet très fort, qui est le volet d'animation, d'outillage, de renforcement de formation des structures adhérentes à la FUB pour permettre justement une montée en compétences et en politisation des militants locaux, donc notamment au travers de campagnes de mobilisation, ce qui se rapproche plus du propos tenu par Greenpeace. Et puis le troisième volet, dont on verra assez peu aujourd'hui, qui est le volet plutôt d'action directe aux côtés des pouvoirs publics par la mise en place concrète d'actions en faveur du développement du système vélo en France. Et donc, un principe fondamental, la subsidiarité, et un deuxième principe d'action très fort au sein du réseau de la FUB, qui est un principe d'action ou même vision politique, qui est une vision liée à l'éducation populaire, donc une vision liée à la compréhension critique globalement des mécanismes sociaux et des origines des inégalités sociales, notamment les inégalités sociales spatiales liées à la monoculture automobile ou à la domination sans partage du système automobile aujourd'hui sur la production des espaces et donc des conditions matérielles d'existence des personnes en France. On va revenir là-dessus sur comment on parvient à essayer de politiser au maximum ces enjeux-là. Merci beaucoup Thibaut. Donc comme vous avez pu le constater, on a une table ronde bien fournie en termes de sur différents aspects et sur différentes manières de mobiliser le citoyen et la citoyenne. Je vais commencer par poser peut-être une question à Élodie, peut-être parce que lorsqu'on parle de mobilisation citoyenne, on pense forcément assez rapidement à Greenpeace, mais tu pourras aussi l'expliquer à travers le reste de ton parcours et ce que tu as pu observer en tant qu'ancienne agro et tout ce que tu as pu faire à côté. Est-ce que toi, tu as pu observer une évolution des profils des citoyennes qui s'engagent dans les campagnes que tu portes avec Greenpeace? Est-ce qu'il est plus ou moins facile de recruter du coup et de susciter l'adhésion à ces enjeux de la transition écologique actuellement? Est-ce que ça marche? Alors, vaste question. Je ne l'ai pas épargné. Oui, je vais vous parler à travers ma vision, à travers l'expérience que j'ai en tant que salarié Greenpeace et aussi ce que j'ai pu observer, parce qu'en fait, je suis dans l'écosystème de l'ESS depuis 2019, donc c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Déjà, tu parlais de mobilisation, enfin des actions spectaculaires. C'est vrai que ça, c'est un peu la phase émergée de l'iceberg. C'est ce que les gens, le grand public, de manière générale, voient. Après, clairement, ce que fait Greenpeace et ce que fait d'autres associations comme la FUB, comme tu en parlais tout à l'heure Thibaut, c'est pas que de la mobilisation et de la visibilité. Ça s'inscrit en fait dans des process de plaidoyer ou de campagne où en fait on va franchir des caps et on va à un moment donné renforcer la pression avec ce genre d'événements et de manifestations. Et c'est vrai que Greenpeace est connu parce que on a été les premiers dans les années 70 à comprendre en fait l'intérêt d'une image, d'avoir une image forte. Un homme tout seul debout sur un canot qui s'oppose à un baleinier avec un harpon qui lui passe au-dessus de la tête, tout de suite ça c'est une image qui reste. Et donc Greenpeace a capitalisé un peu sur ce savoir-faire depuis toutes ces années. Aujourd'hui l'écosystème du militantisme écologique, il évolue et heureusement. Donc il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui travaillent sur tout un tas de sujets, que ce soit des sujets très macro ou des sujets très spécifiques, mais tous avec une forte dimension politique. Et au final, Greenpeace n'est plus le seul aujourd'hui à opérer ce type de mode d'action. Néanmoins, on continue de le faire parce que ça semble important. Moi, ce que j'ai pu observé donc depuis 2019, c'est que alors
c'est un tableau un peu morose, hein, mais après il y aura des pistes d'action, mais je vous préviens. Mais en fait, 2019, il faut savoir que c'était un peu le climax des mouvements écologistes. Il y a eu la montée en puissance de Greta Thunberg, des grèves pour le climat. On a eu une vague verte aux élections municipales. Il y a eu vraiment une grosse prise en compte des enjeux environnementaux dans le débat public à ce moment-là. Donc l'environnement, enfin l'écosystème politique, il a pas mal évolué. L'écosystème militant, il a évolué, je vous le disais. Il y a beaucoup plus d'actions, enfin de structures qui ont émergé, type Extinction Rébellion, plus récemment Dernière Rénovation, ce genre de groupes qui sont plus radicaux, qui portent une écologie plus revendicative. Et il y a eu aussi une forte évolution de l'écosystème médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une forte concentration des médias entre les mains de personnalités puissantes qui ont aussi un agenda politique et médiatique, du coup. Et il y a de plus en plus une polarisation des questions environnementales. Enfin, à mon sens... Voilà, et on le voit aussi dans le lexique qui est utilisé aujourd'hui dans les médias et par les politiques. J'ai pas envie de les reprendre parce que, en fait, plus on en parle, plus ça installe ces mots-là dans le débat public. Mais il faut avoir conscience du pouvoir des mots et qu'on est en train de franchir un cap. Enfin, pour moi, voilà, sur ce niveau-là, on a un écosystème qui a beaucoup évolué depuis 2019 où j'ai commencé à travailler dans le secteur. Et tu posais la question des gens, l'évolution des profils aussi. Il suit un peu cette tendance, cette évolution-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont conscients et de l'urgence climatique. Et le sentiment d'urgence, il est renforcé. Ce qui fait que les gens, ils tendent à être un peu plus radicaux. Ceux qui, en tout cas, s'engagent. Ce qui est pas forcément évident pour une organisation parce que l'objectif, ça reste de mobiliser largement. Et même si aujourd'hui la cause environnementale reste, je crois, la 3e cause la plus plébiscitée par les Français, les gens ont peut-être un peu moins... Enfin, on constate en fait qu'il y a une sorte d'acculturation et d'accoutumance un peu aux événements climatiques extrêmes. Il y a un peu un ras-le-bol aussi. Et donc, les gens sont peut-être un peu moins sensibles maintenant à ce discours alarmiste. Et il y a des clivages qui s'opèrent beaucoup plus que ce qu'il y avait pu y avoir il y a quelques temps. Et donc, voilà, les profils, ils évoluent dans ce sens-là. Est-ce que tu dirais, du coup, que quand tu parles de polarisation, il y a de plus en plus de gens qui deviennent... Les gens convaincus sont de plus en plus militants et se radicalisent, avec beaucoup de guillemets, sur ces sujets-là. Tandis que les personnes qui n'ont pas pu être engagées sont plus difficilement recrutables parce que, justement, saturées d'informations environnementales ou saturées ou juste dans une forme de déni et de fatigue. Ouais, je pense qu'effectivement, les militants tendent à vouloir tester de nouvelles choses, notamment avec les dernières rénovations ou ripostes alimentaires. Il y a des choses qui ont été testées, des modes d'action beaucoup plus radicaux qui n'ont pas forcément séduit le grand public et maintenant, ils tendent à revenir là-dessus. Mais en fait, il y a des choses qui sont testées, des choses qui sont envisagées. Néanmoins, le mouvement écologiste, enfin en tout cas c'est mon sentiment, je pense que les gens sont aussi conscients qu'il faut rassembler et pas cliver. Et donc on a testé, certaines personnes testent des modes d'action plus radicaux, néanmoins on reste bien conscient de la nécessité de parler à tout le monde. Par contre, tu posais la question, est-ce que c'est plus difficile de parler aux gens ? Je pense qu'on peut plus leur parler avec les mêmes mots qu'il y a quelques années, qu'en 2019 typiquement. Maintenant, il faut arriver à concrétiser l'impact de la crise écologique et des changements systémiques à apporter dans leur quotidien et leur montrer aussi ce que ça peut leur apporter. Et il y a beaucoup d'injustice qui est ressentie par les gens. Et en fait, ils n'ont pas envie qu'on leur rajoute des injonctions par rapport à l'environnement. Et donc, je pense qu'on a aussi un challenge à relever d'arriver à parler différemment de ces enjeux-là. Et peut-être qu'on y reviendra après, mais du coup, moi, ce sur quoi je travaille, le fait de mobiliser concrètement les gens en local sur des projets
à côté de chez eux, ça, typiquement, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est aussi par là qu'on va pouvoir intéresser les gens à un changement plus systémique et à toute la politisation autour des questions environnementales. Mais du coup, les luttes locales très concrètes, que ce soit l'installation d'une usine à béton, de nouveaux forages pétroliers à côté de chez soi, un nouvel entrepôt Amazon qui va artificialiser des terres agricoles. Enfin, ces exemples concrets-là, ça peut constituer des portes d'entrée pour après comprendre de manière un peu plus systémique et s'engager à d'autres niveaux. Et donc ça, je pense que c'est une clé qui est assez intéressante et c'est ce sur quoi, en tout cas, je travaille en ce moment. Merci beaucoup. C'est super complet. Benjamin, tu es en train de prendre des notes. Du coup, je saute sur l'occasion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que disait Elodie qui t'a fait réagir ou tu t'es dit il faut que je parle de ça? Pour être très transparent, en écoutant parler Elodie, je me suis dit qu'il fallait que je renforce un peu mon message, parce que c'est dur de passer après Greenpeace. Pardon. Plus sérieusement, je pense, et peut-être que Jean-Marc a un peu la même position, on n'est pas, en tant que coopérative, ou dans le cas de Terre de Liens non plus, sur des actions militantes, on va recruter des militants. On a plusieurs manières de mobiliser des gens, au sens large, pour agir dans un certain sens, pour agir dans le sens de la transition écologique. En l'occurrence, pour Enercop, l'objectif qui est dans les statuts d'Enercop, c'est plus ou moins, alors il est quand même assez complexe, mais c'est plus ou moins ce qui est dans le programme Négawatt, c'est-à-dire faire d'abord de la sobriété, ensuite de l'efficacité énergétique, ensuite produire du renouvelable, et produire du renouvelable dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y ait de l'additionnalité environnementale, qu'il n'y ait pas de perte de biodiversité, ce genre de choses. Donc, le premier effet qu'on va avoir et qu'on va rechercher, c'est de prendre des clients. C'est-à-dire aux gens, venez chez nous et vous pourrez soutenir, parce qu'en fait, à travers vos factures, vous allez pouvoir payer des nouveaux projets qui sont peut-être plus chers que les autres, mais qui sont plus intéressants pour la transition. Donc ça, c'est notre premier axe. Et si je commençais à parler de le fait qu'on soit une structure de l'ESS, par exemple, sur notre capacité à recruter des clients, je pense que je pourrais en parler longtemps. Oui, d'ailleurs, ça faisait partie de mes questions, mais oui. Mais pour le dire simplement, nous, on ne cherche pas particulièrement de croissance en nombre de clients. Donc, on est plutôt sur une question de limiter les départs, de fidélité de nos clients. Et là, la bonne nouvelle, c'est que la plupart de nos clients sont sociétaires. On a à peu près 100 000 clients, 65 000 sociétaires. Donc, c'est des gens qui sont impliqués dans le projet directement, qui ont pris des parts, qui viennent aux assemblées générales. Alors, pas tous. 65 000 On n'a pas 65 000 personnes. C'est vraiment génial, non? Ça serait bien. Donc ça, c'est notre premier levier d'action et on pourra en reparler un peu plus plus tard. On a d'autres moyens qui vont peut-être être plus directs en termes d'action. C'est la première chose, ça va être de mobiliser nos sociétaires directement pour leur dire voilà des actions qu'on peut mener ensemble. Nous, on a une activité de plaidoyer. Le plaidoyer en langage ESS, ça veut dire lobbying, mais c'est du lobbying pour la bonne cause. Donc on dit plaidoyer. Donc on dit plaidoyer. Il faut savoir que l'ESS a des mots bien pour tout. Donc, en termes de plaidoyer, nous, on a une équipe qui fait du plaidoyer, qui va d'ailleurs chercher des partenaires pour aller faire des actions de plaidoyer communes. Mais en fait, on a une ressource assez forte. On a 65 000 personnes qui sont partie prenante de notre projet, à qui on peut dire, regardez, nous, c'est ça qu'on essaye de pousser. Si vous êtes d'accord avec, a priori, ceux qui ont voté pour notre programme, donc, ils sont d'accord avec, ils peuvent aller se mobiliser. Et ça veut dire, sur ce type d'échelle, plutôt des actions sur des réseaux sociaux, aller interpeller des députés. Ça peut être du travail bénévole, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. On a la capacité de mobiliser un certain nombre de personnes pour essayer d'avancer dans une direction, avec cette particularité du système électrique qu'il est très complexe. C'est un truc d'ingénieur, personne ne comprend rien. Et donc, avec une posture militante qui veut bien faire, en général, on se plante. On fait des fausses propositions. Donc on a aussi ce côté éducation populaire, d'aller expliquer à nos sociétaires, à nos 65 000 sociétaires, comment ça marche. Comment ça marche une centrale. Le mécanisme de capacité, l'arène, la pointe, le creux, etc. Les prix négatifs. Voilà. Et je pense que peut-être un dernier point sur la partie plaidoyer, plus qu'on va faire en propre. Une conclusion, je dirais que c'est plutôt un avis personnel que l'avis officiel d'Enercop, mais ça marche mieux quand on est quand on est plusieurs, quand on se regroupe. D'où l'intérêt de structures comme ESS France, c'est qu'on va pouvoir créer des choses
où il y a plus d'acteurs qui vont parler. Si nous, Enercop, on veut parler du système électrique, on a moins de 1% des clients consommateurs d'électricité en France, par rapport à des gens qui sont, d'ailleurs, certains avec un actionnariat public majoritaire. On a un poids dans la décision publique qui est faible. Par contre, on peut avoir une caisse de résonance assez importante dans le débat public, et on l'a d'autant plus qu'on va s'associer avec différents partenaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, et notamment, pas spécifiquement sur un secteur, mais en termes de coopératives, il y a différentes structures qui fédèrent les coopératives pour aller pousser des choses en termes de plaidoyer et qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. Et avant de passer la parole, je citerai peut-être la dernière en date, avec un collectif de sociétés coopératives d'intérêt collectif, un type de coopérative particulière à laquelle Enercop appartient. Il y a une initiative qui est en train d'être poussée qui s'appelle COP Média, pour l'instant, faute d'un meilleur nom, on est preneur. Et cette initiative, elle vise à créer du lien entre le modèle coopératif, voire un peu plus large que ça, avec une lucrativité limitée, avec des objectifs qui sont pas rentables, qui sont pas de la rentabilité, qui sont plutôt des objectifs de transition ou de sociétal, de faire le lien entre ces acteurs-là et les médias indépendants, qui, eux, par exemple, ont du mal à trouver des régies publicitaires ou refusent la publicité parce qu'ils veulent pas avoir une pub pour tel ou tel acteur pour vendre un SUV après leur intervention sur la pollution par les voitures. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se structurer, et c'est là que je disais ça fonctionne mieux quand on est à plusieurs. Merci beaucoup. Eh ben, je vais passer la parole à Thibaut parce que tu as employé 2 mots-clés qui sont plaidoyer et SUV. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. C'est pas forcément une actualité sur laquelle on aimerait rebondir pour pouvoir faire parler du vélo et de sa place dans la ville. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé le 15 octobre, je suppose. Pas besoin de rappeler les faits. Mais du coup, la FUB a été forcément en première ligne pour pouvoir agir et prendre une bonne place, une bonne tribune dans le débat médiatique. Donc je vais proposer à Thibaut de nous en parler, et puis également de nous parler un peu plus aussi du travail de fond qui est mené en ce moment sur le baromètre des villes cyclables, qui sortira en 2025. Ouais, donc ces 2 sujets-là, globalement, là, pour un peu continuer sur l'exposé à Ninette tout à l'heure, parlait notamment le principe d'éducation populaire qui irrigue nos actions du côté de la FUB, donc sur ces 2 enjeux de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les systèmes de transport, comment fonctionne l'organisation spatiale du territoire, l'aménagement du territoire. Donc, c'est un enjeu très fort. Et puis, c'est le second enjeu qui va avec, qui est de donner les moyens et les capacités ensuite à avoir prise sur ces enjeux vis-à-vis de nos militants locaux. Et dans les 2 sujets que tu évoquais, le premier sujet sur les violences motorisées et le second sujet plus largement sur notre baromètre des villes cyclables, on met à chaque fois un peu au cœur de notre action, notre façon ensuite dans notre récit pour mobiliser cette question, alors qu'on n'a jamais vraiment théorisé, mais un peu de la politisation au coin de la rue. Ce que disait Élodie, c'est qu'on de plus en plus les mouvements vont vers une politisation sur des enjeux qui peuvent se faire à proximité, par exemple la centrale à béton à tel endroit, ou ça peut être pour nous beaucoup les projets d'infrastructures routières ou autoroutières qui peuvent se construire à proximité, ou en tout cas qui sont en projet, en gestation à proximité. C'est des gros projets, des gros enjeux, des vraies actions écocidaires qu'on sait caractériser et où là, on a besoin de produire une réaction citoyenne forte qui vise notamment à démanteler le projet. Et nous, on a un deuxième volet d'action qui est peut-être le volet d'action plus quotidien, moins visible, mais qui est le volet de l'action transformatrice du quotidien sur un état donné, par exemple, d'un espace public, de comment on vient en tant que citoyen produire le changement, le souhaiter, le dessiner, le tracer, le cartographier, l'organiser pour mobiliser et transformer son espace matériel, son environnement immédiat dans une action aussi, une forme de plaidoyer de la proposition qui est très organisée au sein de nos associations locales, c'est-à-dire s'organiser pour définir ses besoins en tant que citoyen et organiser derrière l'action politique de telle sorte à pouvoir transformer son territoire. Donc il y a vraiment cet enjeu de faire du coin de la rue et de l'espace matériel immédiat
sensible, l'environnement vraiment très proche des gens, en fait en bas de chez eux, un espace politique pour redonner un champ matériel à l'engagement militant, notamment l'engagement sur les enjeux de transition écologique. Parce qu'on sait par ailleurs que des engagements plus abstraits sur des enjeux très larges, sur la crise climatique, dès qu'on va plus vers l'abstraction, ça demande un capital culturel qui est évidemment plus élevé et donc on perd beaucoup de gens dans leur capacité à les politiser, alors que politiser sur ce qui se passe au coin de sa rue est entre guillemets plus simple ou en tout cas permet de parler plus largement sur plus de territoires, ce qui fait que nous aujourd'hui notre toile d'association se développe principalement dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des espaces ruraux où potentiellement il n'y a pas beaucoup de récits mobilisateurs un peu qui permettent de s'engager dans une association et donc la question de la route de l'espace à proximité et un espace matériel intéressant. Donc, politiser les espaces et puis politiser les outils comme l'est le vélo, même si c'est pas forcément nous, on n'est pas le réseau le plus actif, mais sur qu'est-ce que veut dire le vélo aussi en termes plus symboliques, plus largement sur les enjeux de réemploi, les enjeux de durabilité, les enjeux de convivialité des outils. Mais ça, c'est un champ qu'on invite moins. Donc, le champ de l'espace. Et comme je disais, la question de rapporter de la matérialité dans l'engagement politique, pour nous, il est extrêmement important. Ce que nous a dit le meurtre de Paul Varry, c'est que les inégalités sociales en matière de moyens de transport, l'organisation d'un système automobile qui produit une forme de monopole radical de la voiture dans l'espace public, produit de la mortalité. Donc, atteinte à des vies très concrètes, très matérielles. Et c'est ce récit-là, derrière, qui a fait l'écho du meurtre de Paul Varry, mais derrière, qui a revisibilisé l'enjeu de l'inégale répartition de l'espace au profit du monopole radical de la voiture et donc de l'aspect de fait qui tue associé à ce mode de transport. Et si on n'avait pas eu en fait tout ce récit préalable qu'on a depuis des années pour politiser l'espace public, on aurait pu en faire simplement un fait divers de quelqu'un qui roule à vélo, quelqu'un qui roule en voiture. La voiture, elle est plus lourde, elle écrase le cycliste, il est mort. C'est triste, mais en même temps, peut-être que le cycliste n'avait pas vraiment raison d'être là. Politiser l'espace public, pour nous, c'est un moyen extrêmement important derrière de pouvoir ensuite tirer les militants et tirer le récit politique sur les causes profondes qui produisent des morts. Et donc, c'est comme ça que cette séquence a pu avoir lieu, qu'elle a été très importante, très lourde à vivre aussi par ailleurs, puisque de fait, on traite une matière vivante. Donc, quand on parle du meurtre d'un adhérent par ailleurs de nos associations, de fait, ça crée une émotion importante. Mais nous, ce qui était important pour nous, c'était comment faire vivre et donner un écho à ce meurtre-là dans la vie des Français plus largement, pour créer aussi une forme de sentiment d'empathie qui permette de les emmener ensuite vers une réflexion peut-être critique, au moins une fois dans leur vie, sur, en effet, pourquoi l'espace public est aussi hostile à toutes les personnes qui ne circulent pas en voiture. Et pour nous, c'est ça qui est important en termes de combat de fond depuis des années, c'est cette remise en cause du monopole radical de la voiture sur l'espace public. Donc, comme je disais, on a un enjeu, nous, très fort via notre modèle fédératif d'association locale à étendre le champ de la politisation le plus largement possible, donc notamment en habitant les espaces matériels de la vie concrète du quotidien et en restant pas sur des discours trop abstraits. C'est pour ça qu'on a des récits mobilisateurs qui ne sont pas que autour de la transition écologique. On a plein d'enjeux, notamment sur l'autonomie, la liberté, le pouvoir d'achat, la santé, le bien-être, ce qui nous permet aussi d'activer d'autres récits, notamment quand le discours sur la transition écologique, la planification écologique est largement attaqué par les médias de droite, d'extrême droite et le personnel politique de droite et d'extrême droite. Ça nous permet aussi de continuer à faire vivre un discours autour du vélo et ne pas s'arrimer à un récit qui peut, forcément, qui vit sa vie et qui est largement attaqué dans tous les sens. Et ensuite, pour donner les outils, comme je disais, pour avoir prise ensuite sur l'action politique concrète, on met en place ce qu'on appelle notamment le baromètre vélo, qui est une grande enquête, vraiment un grand outil d'éducation populaire, une grande enquête citoyenne qui permet aux gens, et très largement en dehors des militants adhérents à notre réseau, de s'exprimer très concrètement sur est-ce que c'est dangereux l'intersection qui est au bas de ta rue, est-ce que tu trouves que c'est facile d'aller à la gare, est-ce que tu t'es déjà senti en danger une fois que tu as traversé à pied une intersection. Bref, ces enjeux-là du quotidien pour faire prendre conscience aux gens que l'enjeu individuel que eux vivent ou la dangerosité individuelle à laquelle eux font face se rattache beaucoup plus largement à une organisation collective et systémique des espaces et que donc on revient sur la question de ces inégalités spatiales produisent derrière de fait une incapacité à se déplacer autrement qu'en voiture. Et nous, c'est vraiment par la production de ces outils-là et par la diffusion via nos réseaux d'associations qu'on essaye au maximum d'arriver à l'échelle la plus concrète et matérielle à l'échelle de l'individu pour que celui-ci puisse ensuite s'intégrer dans un processus de politisation qu'on cherche à amener le plus largement possible sur des réflexions systémiques en matière de politique de transport, de santé, des politiques éducatives.
Merci beaucoup Thibaut, c'était hyper concret et hyper complet. C'est vrai que c'était... Enfin moi ça m'a vraiment marqué ce qui s'est passé évidemment le 15 octobre, ça nous a tous marqués, toutes et toutes. Mais ce qui m'a aussi vraiment très fortement et très heureusement surpris, c'est de constater cette mobilisation qu'il y a eu justement partout, qui a été possible par tout ce travail de fond que vous faites en fait entre guillemets en sous-marin toute l'année avec votre fédération et l'ensemble des associations qui en font partie. Et tous les exemples que tu viens de donner, je pense que chacun peut vraiment s'y identifier, quoi. Vraiment le sujet du danger dans l'espace public lorsqu'on n'est pas motorisé, c'est au quotidien. Désolée de paraphraser, mais vraiment j'ai été bluffée. Je voulais enchaîner également en posant quand même des questions à Jean-Marc et à Aurore qui clôturera avec sa vision un peu plus globale du sujet. Peut-être une question un peu plus personnelle aussi, parce que vous avez présenté Terre de Liens avec brio, mais donc du coup Terre de Liens, comme vous faites partie de la partie associative, Terre de Liens se repose essentiellement sur des bénévoles que vous êtes. Donc est-ce que vous pouvez également nous parler de votre expérience, justement votre engagement dans Terre de Liens de manière un peu plus personnelle, comment vous avez senti comment vous êtes pris au jeu et comment vous travaillez au quotidien avec l'ensemble de ces bénévoles? Alors moi, je suis intéressé à Terre de Liens depuis 2007, en devenant actionnaire, et il se trouve qu'à partir de 2020, j'ai eu un peu plus de temps, car je suis un tout petit peu plus âgé que la moyenne de la salle, et donc je me suis engagé plus fortement dans l'association Terre de Liens Île-de-France. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout que je me suis retrouvé dans deux éléments très structurants. C'est d'une part la proximité et d'autre part l'éducation populaire. La proximité, parce quand on analyse nos actionnaires, et les donateurs ne sont pas très éloignés de ça, on s'aperçoit qu'on a, quand on devient actionnaire à Terre de Liens, la possibilité de devenir actionnaire à la foncière. Et on a la possibilité de dire « je veux que mon épargne aille sur telle ou telle ferme ». Et donc on a un site internet régionalisé où on peut choisir. Et en fait, on s'aperçoit que 60% des gens rentrent sur un projet très local. Et il y a des régions, alors j'ai des racines bretonnes, et en Bretagne, alors là c'est absolument extraordinaire, ils ne deviennent pas adhérents à Terre de Liens, ils viennent pour soutenir un projet agricole de leur commune ou de leur canton, et il y a vraiment une proximité et un accompagnement ensuite des porteurs de projets qui s'installent, qui est assez fort et qui permet de développer, pour un certain nombre d'urbains comme moi, une compréhension de ce qu'est l'agriculture, des difficultés. Bon, tout le monde sait que la météo a été très mauvaise cette année, mais pour les Amapiens et les Amapiennes qui sont connectés avec un fermier ou une fermière, eh bien là, ils mesurent que leur alimentation, elle dépend de la capacité de production qui est liée à des techniques, mais aussi tout simplement à la météo. Et donc, au-delà du discours de « on n'a pas de tomates en janvier », bah, effectivement, il peut y avoir des difficultés très, très fortes. Et donc, cette question de proximité est pour nous un enjeu très important. Et l'autre enjeu, c'est effectivement l'éducation populaire, parce qu'on accueille des gens qui se disent bah, je vais placer mon épargne dans un secteur qui me parle. Et au travers de Terre de Liens, ils découvrent
toute la dynamique de la ferme à la fourchette. Et pour nous, c'est très essentiel que nos actionnaires comprennent l'agriculture biologique, pas seulement comme un système d'alimentation, mais aussi un système de protection des ressources. Et on est très content d'avoir aussi des interlocuteurs institutionnels avec qui on travaille. C'est par exemple les agences de l'eau ou des collectivités qui nous proposent de nous aider à acquérir des parcelles agricoles sur des zones de captage d'eau, puisqu'on sait que la meilleure protection d'une zone de captage, c'est la transition vers l'agriculture biologique. Et donc, les citoyens et citoyennes qui viennent à Terre de Liens, avec des parcours d'accompagnement, de formation, on a des tas de webinaires dans tous les azimuts, comprennent comment ils peuvent à la fois travailler sur le PLU de leur commune ou sur l'accompagnement des agriculteurs de leur coin, sur le développement de boutiques ou de choses comme ça. Et donc, il y a une relative persistance de l'actionnariat dans notre foncière, puisqu'on a 1% de départ tous les ans, et c'est tout à fait modeste, parce que c'est une forme d'épargne qui se concrétise dans une dynamique de proximité. Voilà. Merci beaucoup. Super témoignage. Aurore, du coup, il y a certainement beaucoup de choses qui t'ont interpellé, qui t'ont fait réagir dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard aussi en tant que représentante finalement de cette entité qui protège et qui valorise le SS en France? Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves assez naturellement dans tous les sujets sur lesquels tu travailles au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé en disant « Ah bah tiens, ça d'habitude je ne l'entends pas forcément » ou... Vas-y, on t'écoute. Peut-être remettre en chapeau ce que je n'avais pas dit en introduction, mais qui est très bien d'arriver à ce moment, c'est que dans certes, la loi donc définit la question des statuts, mais quels sont les principes qui sont partagés par toutes les structures de l'économie sociale et solidaire? Deux choses, la gouvernance partagée et la lucrativité limitée ou la non-lucrativité. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, vous l'avez toutes et tous abordé, dans la mesure où ce qui m'amène à poser peut-être les liens entre transition écologique, enfin les liens entre les principes de l'ESS d'un côté et les éléments dont on a besoin pour rendre réelle cette transition, et que ce soit plus un chemin de transition, mais que ce soit ancré dans nos sociétés. La lucrativité limitée ou la non-lucrativité, elle permet de travailler à l'intérêt général. Beaucoup plus facilement que si, à côté, on doit rémunérer des actionnaires à la fin de l'année dans notre activité. Elle permet aussi de poser la question du temps plus long, qui est un donc intérêt général, transition écologique. Je pense que le lien était facile à faire. Elle permet de travailler sur des temps plus longs, d'économie plus longs, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle, nous, le capital patient dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire ne pas considérer qu'on va rémunérer à 15 ou 20% à la fin de l'année des actionnaires, mais plutôt de se dire qu'on va capitaliser sur une activité qui va durer plus longtemps. En particulier dans le cas des coopératives ou des sociétés commerciales de l'ESS où on a la lucrativité limitée. Donc ça veut dire une économie qui peut se mettre en phase avec des solutions de transition écologique qui mettent plus de temps à se déployer. Il y a la question de l'ancrage local dont on a beaucoup parlé. Je vais y revenir ensuite pour essayer d'avoir une petite analyse un petit peu plus chapeau de toutes les interventions. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie de proximité, comme le disait Jean-Marc. Et donc, on voit bien dans les différents exemples qu'on a autour de la table que ça permet une réponse de transition écologique, puisque cette transition, elle se fait bien à l'échelle, en réponse à des besoins locaux.
on ne va pas avoir les mêmes sujets de mobilité. Dans quelques semaines, on organise, et Thibaut interviendra dans ce webinaire, un webinaire sur la question des inégalités de la ruralité ou des ruralités face à la transition écologique. Et ben, on ne va pas poser le sujet de la mobilité douce de la même façon en urbain dense où on a accès à des transports en commun, à peut-être plus d'infrastructures cyclables que dans des zones rurales. Donc l'ESS, elle a aussi cette capacité à mobiliser à l'échelle locale et à donner des réponses plus adaptées. Qui dit plus adaptées dit aussi plus pérennes dans le temps. Et donc j'en viens un peu à l'analyse qui me vient en tête en écoutant tout le monde, c'est que souvent on entend des citoyennes et des citoyens qui disent, quand ils ne sont pas déjà militants et engagés, j'aimerais faire bouger les choses, j'ai conscience qu'il y a un problème, mais je ne sais pas par où prendre le truc. Et puis de toute façon, vu l'économie capitaliste dans laquelle on vit, c'est pas à moi de changer en premier lieu, c'est déjà aux entreprises de changer les services qu'ils nous donnent. Et donc ça donne l'impression qu'on ne peut rien changer. Et quand on entend toutes les personnes sur la table ronde ce matin, on a l'impression qu'on peut tout changer. Et ça donne l'impression, enfin ça fait la démonstration, c'est même pas juste une impression, qu'en fait tout passe par l'engagement citoyen, puisque c'était l'objet de la table ronde, redonner du pouvoir d'agir aux citoyennes et aux citoyens. Ça vous démontre en fait dans chacune des organisations, quel que soit le secteur d'activité, puisqu'on avait des secteurs d'activité variés, quelle que soit la forme d'engagement, on parle du militantisme jusqu'à l'acte d'achat ou en tout cas même d'épargne, si je prends les exemples de l'énergie et de l'agriculture et de l'alimentation, on voit que ça se structure quand même globalement toujours à peu près de la même façon. Une action locale, donc de proximité, avec des personnes qui ont des convictions, qui s'engagent sur un sujet qui leur tient à cœur, soit en mettant de l'épargne de côté, soit en achetant un service différemment, soit en se mobilisant pour faire évoluer un mode cyclable ou lutter contre un projet industriel de son territoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'action, elle se passe à cet endroit-là de manière certaine, puisque vous agissez différemment, vous achetez un autre service, mais que le fait de faire collectif au sein des structures de l'ESS, qu'elles soient associatives ou coopératives dans les exemples qu'on a ce matin, ou ce midi, amène des collectifs de personnes à pouvoir structurer une parole politique, parce qu'en fait, dans les 4 cas de figure, on a ça, on a une action de plaidoyer qui amène à un changement beaucoup plus structurant de la société. Les collectifs d'assaut vélo qui se regroupent au sein de la FUB amènent la FUB à faire un plaidoyer sur il faut changer les infrastructures et mettre plus d'infrastructures cyclables. Et donc, en fait, ça permet de faire changer. C'est une façon finalement de donner du pouvoir d'agir aux citoyennes et aux citoyens où ils se sentent démunis en local en me disant moi je fais mon acte de faire du vélo tous les jours, c'est déjà ce que moi je peux faire, je ne peux pas influencer la collectivité territoriale ou l'État sur le fait d'investir X millions d'euros dans le fait d'avoir plus de pistes cyclables sur mon territoire. Et c'est là où Thibaut intervient. Et en faisant partie des associations, en faisant partie de ces collectifs et donc des structures de l'ESS, puisque la question posée était l'ESS permet-elle de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens et aux citoyennes sur ces questions de transition écologique, on voit bien que oui, puisque ça permet de constituer donc des assos locales. Ces assos locales, elles font, quels que soient les secteurs d'activité, leur propre plaidoyer, qui se constituent au national et qui font une action de plaidoyer de fond où on se retrouve, et c'est notre rôle aussi, c'est ce que disait Benjamin, dans différentes commissions pilotées par le ministère qui nous amènent même à faire changer des lois. Et ça veut dire que là, on a bien vu qu'on avait tous les échelons en fait, de mobilisation de la société civile pour la mettre en œuvre, cette transition écologique, et ça donne vraiment l'impression que c'est possible. Et j'ouvrirai peut-être là-dessus. Ça m'interroge, par exemple, dans les derniers mouvements un petit peu plus militants, on va dire radicaux, et on aime bien la radicalité aussi. Extinction Rébellion, justement, est plutôt dans une posture, en tout cas l'année dernière c'était encore le cas, je ne sais pas si les choses ont évolué depuis, mais de ne pas se structurer. De ne pas justement, de pouvoir laisser la liberté à chaque mouvement local de s'organiser comme il le souhaite sans avoir ce côté fédératif, collectif. Moi, j'ai pas de jugement positif ou négatif de ça, je le pose juste comme un fait, mais ça montre bien une évolution des façons de penser en disant, nous, ce système-là, qui s'est organisé avec des actions de plaidoyer, etc., finalement, il n'a peut-être pas réussi à faire bouger les choses suffisamment et donc il faut se radicaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train, j'ai l'impression, aussi, dans le militantisme écologique, de poser la question de est-ce que c'était la bonne façon de faire. Et en même temps, ce que j'observe, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'on arrive à faire plus bouger les lignes en se structurant comme ça.
ok, c'est peut-être des vieux modèles d'organisation qui peuvent paraître pyramidaux, avec ce côté local, régional, national, que de ne juste faire que des actions de militantisme un peu coup de poing, qui sont nécessaires pour faire parler des sujets, mais qui ne sont pas suffisantes, à mon avis, pour faire cette vraie transformation écologique dont on a besoin aujourd'hui. Amen. J'ai un petit parti pris, désolé. On est très à l'heure. Donc, on va dire j'avais construit un peu cette table ronde pour avoir un minimum de questions guidées au début. Et l'idée, c'était aussi de vous passer la parole en tant qu'étudiant. Si vous aviez des questions, l'idée étant de créer une réelle discussion sur ces sujets. J'ai également les questions. J'ai eu la chance de pouvoir collecter quelques questions aussi des étudiants en préambule. Peut-être qu'il y en a déjà aussi sur le chat sur YouTube. Non. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà des questions? Après, je pourrais réutiliser celles qui ont été posées par vos camarades. Il y a des questions qui émergent, je peux répondre Ouais, bien sûr. Je disais, le temps qu'il y ait des questions qui émergent dans la salle ou dans le chat, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Aurore, parce que c'est vrai que ça m'a donné envie de compléter. Je pense qu'effectivement, l'idée, c'est pas de dire ce qui fonctionne, ce qui est bien, pas bien, mais en fait, on a aujourd'hui un mouvement climat qui est constitué de plein d'associations et des associations qui sont plus ou moins structurées, effectivement. Et au sein de Greenpeace, on est souvent critiqué pour être une organisation justement assez verticale parce que on cherche justement à politiser des enjeux locaux et pour les porter après au niveau institutionnel. Et en fait, je vous ai pas parlé au final du projet que je porte, qui est un projet de vraiment d'émancipation citoyenne au sein de Greenpeace. On a mis à disposition depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc on est une équipe dédiée et on a aussi des outils, notamment une plateforme de pétition qui s'appelle Green Voice. Et en fait, notre objectif, c'est de faire émerger des luttes citoyennes et de redonner le pouvoir d'agir aux gens. Tu l'as beaucoup dit, cette question de pouvoir d'agir. Ça a été évoqué aussi par les autres intervenants, cette notion d'éducation populaire. Et en fait, on cherche à sortir cette logique, en tout cas de décentraliser aussi l'action qu'on peut avoir en essayant de faire émerger partout sur le territoire des motivations, des luttes, etc., de former les gens, de les engager, de leur montrer justement qu'ils ont ces capacités d'agir. Et une fois toutes ces luttes ont émergé, l'enjeu aussi c'est de les fédérer justement, d'arriver à avoir... à créer du lien entre les différents collectifs, à créer du partage d'expériences et capitaliser sur ce qui est fait en local. Et justement, effectivement, j'ai en tête, vous avez peut-être entendu parler de ce projet, mais il y a une lutte contre des taxis volants à Paris. C'est une lutte qui a été initiée par des personnes de France Nature Environnement, soutenue par des collectifs hyper locaux. Il y a Extinction Rébellion qui est arrivé à un moment donné pour dire nous, ok, on va faire une mob pour donner encore plus de visibilité. Et donc l'idée aussi avec Green Voice, c'est de pouvoir aider à la coordination de ces différents acteurs pour qu'ils se retrouvent et que les compétences de chacune arrivent aussi au bon moment dans les mobilisations. Et donc je trouve que c'est hyper complémentaire et que c'est très riche et que justement que c'est assez sain que le mouvement climat se questionne sur ses modes d'action et teste plein de choses. Et ça permet de rassembler aussi plus largement. Voilà pour le petit complément là-dessus. Et du coup, je sais pas s'il y a des questions. Allez-y, soyez pas timide. J'ai l'impression d'être une boomer quand tu dis ce genre de choses. Vas-y, réagis. J'en profite. Je trouve que c'était très complet ce que tu as dit, Aurore. Donc voilà. Et effectivement, c'est intéressant comme vision de se dire que ça va vraiment à tous les échelons. Et tu as évoqué le principe de gouvernance partagée. Moi, je voulais revenir là-dessus, parce que il y a ce côté, ces organisations qui sont en gouvernance partagée, avec une lucrativité limitée, donc un objectif qui n'est pas juste
plus d'argent égale mieux, mais un truc un peu plus compliqué, ça force au débat. Et ça force aussi à essayer d'appliquer en interne d'une structure cette logique de partage du pouvoir. Et ça veut dire que dans une coopérative, en tout cas, je vais parler pour ce que je connais, il y a un effort constant qui est fait un peu contre l'habitude ou contre des gens qui viennent de secteurs plus classiques de l'économie, mais qui est permanent et qui fonctionne assez bien pour impliquer un peu chaque salarié, quelle que soit sa date d'entrée dans l'entreprise, son âge, son genre, quoi que ce soit. Tout le monde a la possibilité de contribuer à la décision et est même incité à le faire. En fait, la plus grosse difficulté qu'il y a souvent, je pense qu'il y a quand même une difficulté qu'il ne faut pas se cacher, c'est des gens qui se disent « moi j'aime bien mon pouvoir, je vais le garder ». Mais je pense que plus fort que ça, l'autre difficulté, c'est des gens qui se disent « moi j'aimerais bien qu'on me dise quoi faire ». Voilà. Et en fait, ça prend du temps de se mettre dans cette espèce de culture où, en tant que salarié, en fait, on a un pouvoir. Et les entreprises, ça représente, je sais pas, 75% de notre temps réveillé, le travail. On dit qu'on vit dans une démocratie. Alors, on peut parler du système démocratique dans notre pays, c'est un autre sujet. Mais la majorité des décisions qu'on prend, la majorité des choses qui sont importantes dans nos vies au quotidien, en fait, c'est dans des structures où généralement il n'y a pas de démocratie. Et donc, c'est aussi une manière d'impliquer et de s'impliquer individuellement et de se rendre compte qu'on a un pouvoir d'agir aussi. Donc, je reviens sur cette notion de pouvoir d'agir. Tu veux compléter ? S'il n'y a toujours pas de questions, parce que sinon je lâche mon micro très facilement. Mais c'était sur la question de la complémentarité des types de lutte. Et moi, j'ai en tête deux exemples. Celui du triangle de Gonesse, où il y a une lutte foncière qui se poursuit. Alors bon, je ne vais pas vous faire 10 minutes sur le sujet, mais nous, Terre de Liens, on est à la fois avec quelques bénévoles impliqués localement, mais surtout, on est là pour dire s'il y a une solution, enfin, s'il y a une problématique foncière, ben nous, on sera là avec la foncière pour acquérir des terrains et les préserver. Et donc, c'est une forme de complémentarité qui permet, avec de l'épargne citoyenne, de pouvoir apporter une forme de solution collective à une lutte locale. Et alors, cette forme, enfin, ces diverses formes et modalités d'organisation, y compris de spontanéité, moi, je trouve qu'elles sont extrêmement complémentaires et bien utiles quand on en a besoin sur des luttes complexes. Juste, et Thibaut, même si c'est peut-être plus difficile pour toi d'intervenir en étant à distance, Thibaut, n'hésite pas à nous faire un petit signe. Moi, je te vois, Thibaut. On te voit beaucoup, hein. Tu es sur 4 écrans en même temps, donc 5 même. 7, ça doit être un peu... Mais Tous tes faits et gestes. en fait, peut-être un point qu'on a moins abordé, mais qui découle aussi de tout ça, j'ai pas d'éléments d'enquête sociologique sur ça ou d'éléments scientifiques, mais ce qui est certain, c'est que je me dis que plus on concerte, plus on fait de la gouvernance partagée dans les collectifs. Donc ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi, ça coûte plus cher. Enfin, c'est aussi ce qui peut faire que certaines offres sont plus chères dans l'ESS parce qu'il faut payer ce temps d'animation du sociétariat, si je prends l'exemple des coopératives. Mais je pense que ça crée aussi des solutions qui sont plus pérennes dans le temps. Parce qu'elles sont discutées avec les acteurs locaux concernés directement par les solutions proposées. Donc oui, parfois, ça peut prendre... Quand on a créé l'Union nationale pour le réemploi solidaire, ça nous a pris 4 ans et demi de discussion. C'est long. Mais aujourd'hui, on est plus fort parce qu'on peut dire que Emmaüs France, le Réseau national des ressources et recycleries, la Fédération Envie, etc., portent une parole commune, qu'on représente 2000 structures. Et quand on va voir le ministère, on est plus fort que de dire « je suis Emmaüs avec mes 300 structures, je suis le réseau national avec mes 250 structures ». Donc, que ce soit au niveau national sur des grandes entités comme ça ou que ce soit sur des initiatives très, très, très locales, le fait de faire collectif, de faire commun, a priori, rend les solutions plus pérennes dans le temps parce que plus concertées, en fait. Je mets quand même un bémol ou un questionnement à ça. C'est l'épuisement de la force bénévole.
Là, on a beaucoup parlé sociétariat, aussi dans l'engagement, donc plus achat ou investissement dans la foncière. Donc, c'est plus une question de j'achète un service, de toute façon, je l'achèterai ailleurs, donc autant l'acheter dans quelque chose qui me parle et qui me paraît plus éthique. Mais l'engagement bénévole dans les associations, ça, c'est un vrai sujet. Le renouvellement, l'épuisement qu'on peut en faire. Et sur un certain nombre de secteurs d'activité, si je prends l'exemple du réemploi qui n'est pas présent sur la table aujourd'hui, mais qui est aussi donc les ressourceries ou recycleries que vous connaissez, pour beaucoup, elles fonctionnent sur le modèle bénévole. Elles ont un modèle économique aujourd'hui face à la seconde vie lucrative parce qu'il y a des personnes qui travaillent gratuitement. Ça épuise ça aussi. Donc, ça pose quand même la question ensuite du lien entre les politiques publiques, les investissements qu'on a envie de faire pour la mettre en œuvre, cette transition. Parce que là, on a beaucoup parlé d'initiatives à l'échelle locale qui se structurent au national pour du plaidoyer, mais on a moins parlé de la question du passage à l'échelle des solutions qu'on propose. Et ce passage à l'échelle, il passe par nos actions de plaidoyer pour essayer de trouver des cadres de financement, des cadres de loi qui obligent à aller vers. Néanmoins, il ne pose pas la question de l'investissement des politiques publiques financièrement pour que ça fasse ce passage à l'échelle dans des modèles qui sont non lucratifs ou à lucrativité limitée. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui peut frustrer quand on se dit mais en fait ce qui est fait c'est si on est convaincu par la transition écologique, toutes les initiatives présentées aujourd'hui on les trouve fabuleuses. On se demande juste pourquoi elles ne sont pas devenues le modèle dominant. Et bah, là, peut-être que c'est ici qu'on a des leviers encore à déverrouiller, enfin des verrous à enlever, parce qu'on n'arrive pas peut-être à trouver encore les modèles qui nous permettent le changement d'échelle face aux autres modèles. Peut-être que du coup, vous avez envie de réagir par rapport aux stratégies que vous avez dans vos différents réseaux sur ça. Nous, on est effectivement très attentifs aux bénévoles et leurs conditions d'engagement, et pas seulement sur les questions, y compris de difficultés relationnelles entre les bénévoles et les salariés, qui est un sujet important, mais effectivement, on veille à ce que on ait des points de bilan réguliers pour vérifier que les bénévoles trouvent toujours un intérêt personnel dans les actions qu'ils mènent, mais n'en font pas trop non plus. Sur ce que tu viens de dire, oui, c'est un point d'équilibre qui a trouvé effectivement entre les bénévoles et les salariés aussi dans la structure de Greenpeace. Pour garder les personnes mobilisées, motivées, il faut qu'elles puissent être impliquées d'une manière ou d'une autre dans les décisions stratégiques, tout en ne perdant pas de vue l'expertise métier ou stratégique qui est aussi beaucoup portée au niveau salarié. Et effectivement, nous aussi, sur la question du renouvellement des militants, c'est pas forcément évident. Notamment peut-être parce que Greenpeace est aujourd'hui constitué à des groupes locaux en fait dans différentes villes, mais ce sont des grandes villes, donc c'est pas forcément très accessible, et donc c'est pas une organisation dans laquelle on peut rentrer si on habite dans une ville dans laquelle il n'y a pas de groupes locaux, d'où la mise à disposition de modes de militantisme, notamment, chez Greenpeace en tout cas, des modes de militantisme en ligne et via le projet Green Voice dont je vous parlais, où on accompagne les gens, on va les chercher là où ils sont et on les aide à créer des collectifs et à se structurer dans leur territoire. Et non, tu demandais aussi quelles conditions on met en place pour faire émerger, et si on doit fonctionner avec plus de bénévolat, eh bien, c'est passé aussi à la semaine de 32 heures. Et ça, c'est un objectif politique national qui aujourd'hui, et quand on en parle, on est ridiculisé en fait par les politiques. C'est quelque chose qui est pas du tout dans les esprits, mais on commence, le sujet revient quand même régulièrement, je trouve, et donc peut-être qu'aujourd'hui ça paraît totalement impensable, mais peut-être que dans 10 ou 15 ans ce sera beaucoup plus accessible. Et puis après, sur les autres moyens, oui, c'est. Après, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est un enjeu de pouvoir dégager du temps, mais aussi changer de mode de pensée. Je vais peut-être revenir sur deux choses, parce que sur le changement d'échelle, il faudra que je revienne après. Mais sur l'épuisement bénévole, je pense qu'il y a aussi une question de... Ouais, il y a un vrai risque avec ça.
l'implication. Voilà. Je vais prendre juste mon histoire. Quand je suis arrivé chez Enercap, je suis arrivé en juillet 2021. En septembre, les prix de l'électricité ont commencé à augmenter. En octobre, ils avaient doublé. Le 18 novembre, Poutine a envahi l'Ukraine. En décembre, il y a un premier fournisseur qui a fait faillite. Et ensuite, en décembre, il y a EDF qui a annoncé que la moitié de ses réacteurs allait être fermés pour des causes de corrosion non prévues. Ce qui a encore fait augmenter les prix. Donc, et depuis, il s'est passé pas mal de choses. On a eu des gouvernements qui ont fait à peu près n'importe quoi successivement sur comment gérer cette crise de l'énergie. Voilà. Et je pèse mes mots. Et donc, on a survécu. Il y a pas mal de fournisseurs qui ont vraiment fait faillite ou qui ont décidé d'arrêter leur activité de fourniture. On a survécu, et c'est pas parce qu'on est plus optimisé ou plus efficace que d'autres. C'est parce que vraiment les gens se sont donnés en fait. Et on sent quand même, après des périodes un peu lourdes comme ça, on sent des retombées sur les gens, en fait, physiquement, moralement, ça pèse en fait. Donc il y a ce côté très positif de se dire en fait les gens ils sont embarqués parce qu'ils ont envie d'aider, ils font des choses qui n'étaient pas dans leur fiche de poste parce qu'il y a besoin, parce qu'ils sont en fait convaincus, ils sont pas juste là pour gagner de l'argent à la fin du mois, mais il y a un effet, il y a un risque avec ça. Voilà. Juste sur le changement d'échelle en fait, moi j'ai l'impression que si on dit les choses simplement, le problème c'est le financement. Il y a juste un problème qui est le financement. Les coopératives, je vais encore parler des coopératives, elles sont très solides. C'est des structures qui fonctionnent très bien. Par exemple, l'Enercap a survécu pendant ces 3 dernières années. Voilà. Et je crois qu'on est le seul à exister depuis, moi j'étais pas là, hein, depuis 2005 et l'ouverture au marché. Il n'y a pas d'autres fournisseurs alternatifs, si on exclut Engie qui était déjà un fournisseur historique pour le gaz. Et pourtant, les banques ne financent pas. Les investisseurs ne veulent pas mettre de l'argent dans ce genre de choses, et pour une raison assez simple, en fait, c'est le principe de lucrativité limitée. C'est-à-dire que si on met de l'argent dans une boîte qui ne va pas nous en rendre, enfin qui ne va pas nous faire gagner d'intérêt, on n'aura pas assez d'intérêt sur l'argent qu'on va mettre. Voilà. Donc c'est compliqué, et ça, pour le coup, pour que ça fonctionne, il faut une réglementation à l'échelle de la législation nationale. Voilà, j'ai dit. Peut-être Thibaut. Oui, Thibaut a envie de dire quelque chose. Et aussi, moi, je pensais qu'il y aurait quelques questions des étudiants, donc on les attend avec plaisir. Sur la question qui était posée, le débat qui a été lancé, moi, plus largement, je vois l'enjeu, nous, qui est très fort chez nous, de cette question de l'élargissement de la base sociale de nos mouvements. Comme je disais dans le premier propos, le fait de revenir vers une logique très matérielle de l'engagement politique, pour nous, en tout cas côté FUP, est extrêmement important pour ramener au mouvement des personnes qui n'ont pas forcément un capital culturel très très élevé, et justement répartir mieux, on va dire, l'effort militant dans des couches plus larges de la société que dans des couches multimilitantes engagées dans différentes associations qui s'épuisent nécessairement quand on est un pied chez Greenpeace, un pied dans l'asso cycliste locale, un pied dans son AMAP, un pied dans ci, dans ça, par ailleurs on est parents ou accompagnants, aidants, que sais-je. Nécessairement, les vies, elles ont un temps, il faut dormir, il faut manger, il faut profiter, avoir du loisir, et donc on a des gens qui explosent. Et je pense qu'aujourd'hui, la surmobilisation d'une catégorie, d'une couche sociale de gens ultra mobilisés, multi-encartés, produit de la fatigue. Et clairement, les élections législatives, typiquement, ont été un moment qui, nous, a produit beaucoup de fatigue dans le réseau et dans beaucoup de mouvements, puisque les gens se sont mis à militer plus tôt dans le cadre des élections législatives, et donc très compliqué de les remobiliser ensuite sur des récits plus, on va dire, catégoriels ou sur des sujets politiques plus précis. Donc l'élargissement de la base sociale qui passe par le fait de pouvoir amener des gens qui ont potentiellement un capital culturel moins fort à l'engagement politique. Et donc pour moi, ça passe en effet par 3 choses. La question des intérêts matériels qui est vraiment très importante pour moi. Ce que je disais, politiser au coin de la rue, mais politiser sur des objets concrets, préhensibles. Ça permet d'enlever cette couche d'abstraction qui n'est, on va dire, atteignable que par les gens à fort capital culturel. La deuxième chose qui est cette question que posait, cette remarque qu'avait Aurore sur le fait que les modèles fédératifs, associatifs produisent du long terme. Je suis assez d'accord. C'est clair que c'est des modèles qui sont intéressants, mais c'est des modèles qui sont très consommateurs en temps et qui sont pas forcément adaptés à la réalité des modes de vie en 2024, où beaucoup de choses se passent en effet sur un militantisme plus numérique, que les gens sont multi-encartés ou viennent sur des causes plus ponctuellement et ont un engagement associatif et politique partisan moins long dans le temps, avec des cultures politiques qui s'établissent moins dans le long terme. Et donc ça, il faut aussi le prendre en compte par le fait de diversifier les modes d'action ou la capacité à pouvoir toucher ces secondes
second cercle, troisième cercle, par d'autres modes d'action que ceux qu'on peut avoir vis-à-vis de nos associations. Et ça, c'est le gros boulot de fond qui est compliqué pour les fédés un peu anciennes comme la nôtre, c'est de se dire on ne parle pas que à nos adhérents, on parle aussi à un champ de personnes qui peuvent être intéressées et se politiser et s'intéresser à nos sujets. Ça a été très clairement le cas avec notre mobilisation sur les violences motorisées, où on a largement touché bien plus largement que notre base d'adhérents. Et c'était l'objectif et on en est content. Mais c'est comment on arrive à perdurer ça dans le temps avec des modèles fédératifs qui, de ce fait, comme les partis politiques, doivent changer la façon d'appréhender la politisation des citoyens et notamment en investissement des espaces qu'ils n'avaient pas forcément, qu'on n'a pas forcément investi beaucoup historiquement. Et c'est là où l'apport des ONG type Greenpeace est extrêmement important pour nous parce que ça nous montre qu'un autre modèle est possible, qu'il a ses limites, mais qu'il apporte aussi en termes de mode d'action des outils intéressants. Et puis, troisième point, en effet, cette question des modes d'action, enfin, qui va avec le deuxième, qui est travestir le modèle des fédérations, mais qui est celui de quel mode d'action on propose pour élargir la palette d'action de nos, enfin, des militants, de nos mouvements, pour parler au-delà des seuls adhérents et pouvoir embarquer une base sociale élargie. Merci beaucoup. Je ne vais pas beaucoup parler dans ce micro, mais du coup, la parole est à la question de la salle. Bonjour. Bonjour. Merci pour vos diverses interventions. Moi, j'aurais quand même une petite question sur un thème qu'on a un petit peu abordé, qui est la radicalisation des militants. J'entends dans vos interventions que la place de vos diverses structures dans le débat public est importante et que vous êtes sensible malgré tout au modèle démocratique, quand bien même il peut être bafoué ou en difficulté ces derniers temps. Ma question va un petit peu plus loin que ce que vous avez dit, c'est n'avez-vous quand même pas peur de la radicalisation des différents des militants et des différentes actions? Pour moi, j'ai quand même deux raisons à ça. La première, c'est le risque de faire monter encore plus la violence dans l'opposition et qu'on ait finalement, un petit peu comme ce qu'on a vu aux élections législatives, que deux grands pôles qui tirent l'épingle du jeu et ça m'amène à mon deuxième point. Quand on se situe dans le ventre mou, c'est-à-dire la population qui est sans avis ou du moins avec un avis pas forcément très tranché sur les choses, se dire mais finalement ils m'emmerdent un peu tous avec leurs idées extrêmes et je vais au mieux continuer à rien faire, au pire me retrouver dans le mauvais camp. Voilà, ma question c'est est-ce que vous avez peur de ça ou êtes-vous quand même à l'aise avec cette radicalisation? Genre, en fait, moi je ne le suis pas du tout, hein. Je crois que vous l'avez compris, mais voilà. Alors, moi, je suis à peu près en phase avec ma voisine et je fais une grande différence entre les actions de communication et de plaidoyer, même si elles sont extrêmes, en quelque sorte, par rapport aux actions violentes. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser au monde agricole et comment on voit la manipulation, mais je ne voudrais pas faire une demi-heure là-dessus parce que je suis capable, mais on voit comment la sortie des tracteurs des champs est un instrument très politique, et pas seulement parce qu'on est à l'avant-veille des élections aux chambres d'agriculture, mais aussi parce que ça permet de camoufler un certain nombre de débats, et je trouve ça extrêmement préoccupant par le fait que on fausse totalement le débat. Et alors, j'en profite pour rebondir sur un autre sujet qui est assez proche de ces questions de
de violence et de communication, c'est la question de l'information scientifique. Et je trouve qu'on est dans une période extrêmement préoccupante de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous avez lu récemment, mais il y a 3 inspections générales qui viennent de produire un rapport sur les pesticides qui a été produit en avril dernier et qui vient seulement d'être évoqué, et on n'en a pas la publication, sur l'impact des pesticides, notamment sur les eaux de surface. Enfin bon, pour moi, la mise en valeur de l'information scientifique est tout à fait réduite aujourd'hui, et ça, c'est un vrai problème. Pardon. Oui, Aurore, vas-y. Tu auras peut-être le mot de la fin, là, je pense. Non, je te le laisserai. Mais c'est juste pour dire que non, ça ne nous inquiète pas sur la crédibilité, si c'était une partie de la sous-question aussi, sur la crédibilité de ce que nous, on peut défendre en fait en chambre représentative un peu plus institutionnelle que nous sommes toutes et tous en fait dans les différents réseaux. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas inquiétant parce qu'il y a la question de l'action coup de poing qui fait parler. Mais là où Élodie a raison, c'est ce que la presse en fait derrière, c'est ce que les médias en font, c'est ce que la parole publique globale en fait, et la radicalité, elle est des deux côtés. Il est absolument anormal de coller les deux termes éco et terrorisme ensemble. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas aujourd'hui considérer que des gens qui se battent pour des causes auxquelles ils et elles croient, sur la base de rapports scientifiques qui parlent d'une urgence à agir, on ne peut pas les targuer de terroristes. C'est pas possible, en fait, d'utiliser ce terme-là. Et je trouve que la radicalité aujourd'hui, je me suis posé les mêmes questions que vous. Donc, je n'ai pas de problème à entendre ce type de questions en me disant... j'ai même refusé un poste en ONG environnementale en me disant, de là où je viens, je ne me sens pas capable de tenir ce discours-là qui est un petit peu plus radical que celui dans lequel j'ai plus l'habitude institutionnelle. Donc, je vois parfaitement de quoi on parle. Et en même temps, je suis convaincue que les ONG sur certaines actions plus radicales sont nécessaires parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de faire bouger les lignes pour l'ensemble de la société civile. Sinon, on n'en entend pas parler. On ne sait pas qu'on a fait 15 réunions dans le mois avec le ministère pour faire bouger un truc. En revanche, s'il y a une action forte sur la 69 ou autre projet, on en entend parler. Ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on dit ce matin à la radio que c'est normal que les agriculteurs, quand ils sortent et qu'ils déversent du fumier, ça fait 400 000 € de dégâts. Ça, c'est OK parce que c'est OK. Et sur les méga-bassines, les gens sont des terroristes parce qu'ils se battent sur la ressource en eau qui va être un énorme problème géopolitique. La radicalité, je trouve qu'elle est devenue des deux côtés. Donc vous avez raison, il ne faut pas jouer la polarisation des deux côtés et en même temps, en face de nous, c'est très radical. Donc il faut qu'on continue à rendre visible l'action par des choses coup de poing. En effet, tant qu'on n'est pas sur de la violence envers les personnes et que ça reste de la violence sur des... Enfin, ce qu'appelait Thibault de la violence sur les biens, mais en tout cas des actions sur des biens, je pense que ça peut être nécessaire. Même si j'entends votre point, ça peut amener à décrédibiliser face à des gens, des citoyens lambda et citoyennes lambda, qui se diraient, en fait, ces gens-là sont des extrémistes. Mais on démontre bien aussi par toutes les actions d'éducation populaire que l'on fait de proximité que c'est pas de la radicalité de vouloir qu'il y ait du vélo. Enfin, quand on voit un programme comme la FUB essaye de développer sur des départementales, on pourrait considérer ça radical, des départementales qui vont être fermées aux voitures en zone rurale, pour en faire des pistes cyclables. Bah pourtant, là, c'est des actions fortes de changement, de transformation. Les personnes qui avaient l'habitude d'utiliser des voitures à cet endroit pourraient considérer que c'est radical de le faire. Donc, jusqu'où on met la question de la radicalité dans l'action? Alors, c'était une superbe question. J'ai vraiment l'impression d'avoir un rôle de présentatrice cheap. Mais en fait, je cherchais un moyen de clôturer la table ronde, étant donné qu'on a dépassé déjà de 10 minutes et que vous allez bientôt reprendre les cours. Là, je vais avoir juste une analyse de citoyenne.
vis-à-vis de ce sujet-là. Simplement, on sait qu'on est entré dans une ère de post-vérité grâce à nos amis de X, Twitter et Trump et compagnie. Maintenant, les gens sont saturés d'informations et c'est extrêmement dommageable de voir que justement toutes les informations scientifiques sont décrédibilisées par en fait un ramassis d'opinions personnelles qui vont dans tous les sens et surtout dans des sens complètement ubuesques. Donc là, à l'heure actuelle, l'enjeu, en effet, c'est de prendre avec des pincettes tout ce qui ressort des médias traditionnels et en effet de s'engager très certainement peut-être dans une forme de militantisme médiatique, en tout cas de tenter d'essayer de faire bouger les lignes de ce côté-là. Coop Média est peut-être un des leviers d'action. Le fait de financer des médias indépendants, sans doute aussi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était juste mon analyse, ma petite contribution sur ce sujet-là. En tout cas, j'aimerais remercier vraiment énormément toutes les personnes qui ont été présentes autour de cette table ronde, parce que le débat était riche. Et en plus, on va pouvoir le retrouver très prochainement dans la captation officielle. Donc, tout le monde va pouvoir réécouter ce qui s'est dit. Et ça, c'est chouette. On enlèvera sans doute mes petites interventions. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore à toutes et tous d'avoir participé. Thibaut, tu avais peut-être quelque chose à nous dire? Non? Que je dois absolument y aller, donc merci beaucoup. Voilà. Heureusement que j'ai clôturé, en fait. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.